Bonsoir, messieurs et dames. C'est un plaisir de vous retrouver à ce JDS, journal dimanche au soir, qui aujourd'hui sera marqué par ce sujet. Filière locale de transformation du coton, une déstructuration qui ne dit pas son nom, dans un contexte de promotion du consommant local, en cause le fil importé et le pagne, vendu sous l'appellation Faso d'Anfani. Le sujet sera au cœur d'un dossier et d'un échange. Germaine Compaoré Bonkungu, présidente de la CMABF, entend des chambres des métiers de l'artisanat du Burkina Faso, sera notre invité. Et puis opération de délivrance en masse de la carte nationale d'identité. L'Office national de l'identification ONI depuis le 16 septembre dernier dans la région des Cascades. Il y a célébré la journée des IDD. Cela s'est fait en différé. Vous aurez les images de l'inauguration de la nouvelle antenne régionale de l'ONI au profit de la région des Cascades. Et enfin, sport, pour tour préliminaire de la Ligue des champions CAF, les faux éliminés face à l'Eyimba du Nigeria. C'était ce soir même au tir au but. Il y a quelques jours, l'AS Douane n'a pas eu plus de chance face à une équipe algérienne, celle Sierre Belouizdad, et c'était encore au tir au but, 4-3. Nous analyserons tout cela avec le monsieur sport de True TV en la personne de William Somda. C'est donc tout pour ce qui est du déroulé de ce JDS au journal du dimanche au soir. La première des rubriques, c'est celle économie. Et pour lancer les échanges et les débats dans la partie première de ce JDS, un dossier que nous allons vous proposer sur la filière locale de transformation du coton qui est fortement entamée par l'importation et de fils et de pagne qui sont appelés pagne Faso d'Anfani. Et pourtant, cela ne l'est pas. Le secteur, lui, continue donc d'en subir le lourd fardeau. Il y a donc ces tisseuses et ces teinturières donc se retrouvent quelquefois sans vrais éléments à faire. Le doigt est mis là-dessus et avec un tour fait à Filsa, qui est la filature du Sahel, nous allons aller donc directement avec tout le détail et cela se retrouve dans le reportage que nous vous proposons. Les 5, 6 et 7 septembre dernier, sous l'égide du Conseil national du patronat burkinabé, se tenaient les états généraux du secteur privé. Les acteurs du monde des affaires se sont penchés sur la contribution de ce secteur privé au développement économique et social du pays. Entre les panels, ateliers et nombreux échanges, l'un des cas évoqués qui traduit la réalité de préserver certaines chaînes de valeur est celui de la filière coton. Le Burkina, récemment leader sous-régional dans la transformation de son coton, connaît de véritables difficultés. La Filsa, filature du Sahel, qui joue un rôle central dans la chaîne de transformation de notre coton, connaît des problèmes de débouchés avec toutes les conséquences sur la filière dans un contexte où le consommant local et le port du Faso d'Anfani est autant promu. Comment est-ce possible? De quoi sont faits alors les fils de tenue que nous portons? Quelle est l'ampleur de la situation? Direction Filsa à Bobo du Lasso, dans la zone industrielle. La filature du Sahel est une société de droit privé créée en 1997 afin de transformer la fibre de coton en fil. Opérationnelle depuis 2000, c'est à ce jour la seule filature des 8 pays de l'UEMOA qui fonctionne normalement. Pour devenir le leader ouest-africain de la filature 100% coton, Filsa est passé d'une capacité de 500 kg par an en 2004 et 2005 à une cinquantaine de tonnes à partir de 2006, puis 5000 à 10 000 tonnes avec 560 employés. Une chaîne de valeur qui réunit des milliers de personnes. Dans toute l'UEMOA, nous sommes la seule unité. Et d'ailleurs, on a réussi à établir un modèle, c'est-à-dire une chaîne de valeur qui fait la fierté du Burkina dans tous les autres pays qui cherchent à faire pareil que nous. Alors, mais c'est basé sur une dynamique de 100% coton, puisque c'est là que nous avons, je veux dire, un avantage comparatif. C'est notre coton, et le coton du Burkina réputé médium de meilleure qualité. Et donc, si nous avons donc les équipements nécessaires, de dernier cri, on ne peut que produire un fil de super qualité. On peut considérer que Filsa, c'est une importante entreprise quand même, en termes stratégiques, dans la mesure où bien que, par exemple, nous, notre filature, parce que nous avons évolué de 5 000 tonnes à 10 000 tonnes, on a jusqu'à 560 employés quand tout va bien, il y a que ce que nous sortons sur le marché permet à environ 100 000 personnes donc de s'occuper.
d'avoir de l'activité. Vous voyez pourquoi est-ce que c'est stratégique. Donc c'est une chaîne de valeur qu'on construit, qui s'est renforcée par la labellisation des produits finaux et qui donne en même temps l'aptitude de pouvoir protéger ça, parce que c'est adossé à notre culture et nous pouvons nous défendre sur tous les marchés internationaux pour ça. Ça, c'est quelque chose. Maintenant, il faut qu'on fasse tout pour la conserver. Depuis maintenant plus d'1 an, c'est la croix et la bannière pour la filature du Sahel. Les productions sont stockées, pas de débouchés pour le produit fini. Sous ce hangar, dans la cour, une pile de produits finis, encore recouverte par ces bâches, les fortes pluies pourraient endommager le stock. La filature du Sahel loue d'ailleurs, depuis novembre 2023, cet entrepôt pour stocker son trop-plein de production qui attend preneur. Toujours des rouleaux de fils empilés jusqu'au toit. Près de 4 milliards de francs CFA de fils encore stockés. Un tour dans les filatures permet de comprendre l'ampleur du phénomène. Dans les allées, entre les machines, des piles de rouleaux déjà finis, puisqu'il n'y a presque plus de place où les stocker. C'est donc tout naturellement que le rythme de production a été revu à la baisse. Ici à la filature 1, seulement 3 machines sur une quinzaine sont maintenues en marche. La filature 3, elle, a démarré en 2020 avec des machines de dernière génération pour augmenter les capacités de production afin de satisfaire la demande qui devenait forte. Contexte oblige, elle fonctionne à peine à la moitié de son rythme normal. Le plus surprenant concerne la salle dédiée à la production de fils Faso Dafani. Une salle sombre dans laquelle toutes les machines sont aux arrêts. Avec les stocks encore existants, tout a été arrêté ici depuis maintenant 1 an. Je peux vous dire que c'est grave. En tant que premier responsable, nous n'avons jamais connu une telle situation. Le FILSA s'est très très bien porté jusqu'à la fin de l'exercice 2023. Le stock aujourd'hui au niveau de FILSA, c'est 3 milliards 700 et quelques millions. C'est-à-dire qu'on est en train de tutoyer 4 milliards. Cela n'est pas sans conséquence sur les emplois. Donc, depuis janvier, nous avons perçu le problème. Nous avons essayé autant que faire se peut de préserver les emplois. Nous avons déclenché les congés à partir de février, ce qui n'est pas d'habitude notre façon de fonctionner, parce que nos congés commencent habituellement en juin pour s'étendre sur le reste de l'année jusqu'en décembre. Mais cette année, on a commencé les congés à partir du mois de février. Donc à partir de fin avril déjà, on avait épuisé plus de 90% du personnel pour les congés. Donc malheureusement, en mai, nous avons été obligés de commencer déjà à arrêter des contrats. Si je parle d'arrêter des contrats, c'est de ne pas reconduire les CDD qui venaient à échéance. Et à la date d'aujourd'hui, nous avons arrêté au total 115 contrats à durée déterminée qui sont venus à échéance, qui malheureusement n'ont pas pu être reconduits du fait de la crise que nous vivons en ce moment. Nous sommes présentement en face de cette difficulté en tant que les parents, les pères et mères de famille. Dans cette situation, nous ne savons plus à quel sens se vouer. Nous sommes réellement confrontés à des énormes problèmes. Et pourtant, ce ne sont pas les mesures incitatives au consommation local qui manquent. Le 28 avril 2023, le président du Faso prenait un décret qui promeut le port du Faso Dafani, du Cocodanda et des autres tissus traditionnels. Plus récemment, au Conseil des ministres du 4 septembre dernier, le ministre de l'enseignement de base, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales a fait une communication sur la généralisation du port de la tenue scolaire Faso Dafani dans les établissements d'enseignement public et privé du Burkina Faso. Ces efforts semblent ne pas bénéficier aux acteurs du secteur. Qu'est-ce qui explique ces stocks d'invendus? Aujourd'hui, il y a une perturbation parce que c'est tellement important et intéressant. Les gens sont venus avec de la matière d'ailleurs. Bon, donc il y a un peu l'activité de tissage, teinture, de tissage, couture et tout ça qui continue, mais déjà avec du faux Faso Dafani qui pose un problème. Mais c'est une tromperie globale puisque les gens ne savent pas. Les gens ne savent pas. Il y en a qui achètent en bonne volonté, en patriote, ils veulent faire marcher les choses. Hier, ils ont été trompés. Parce que le fil utilisé n'est pas du fil du Burkina, c'est même pas du fil 100% coton. Alors que notre fil, c'est du 100% coton. Quand c'est teint, c'est du 100% coton.
C'est toute la filière qui est touchée. Les tisseuses, les teinturières et vendeuses du pagne fait avec le fil 100% coton burkinabé ne cachent pas leur désarroi. C'est le cas de Sakandé Naïla de la coopérative Faso Textile. Cette réalité en tout cas nous impacte beaucoup parce que déjà nous n'arrivons pas à vendre. Avec ces fils importés, des gens disent c'est déjà teint, ça ne déteint pas. Donc, ça nous désavantage. Ça a pris beaucoup d'ampleur. Si vous voyez, on n'a pas de marché. Quand vous regardez là, tout est plein comme ça, à cause du fil importé. Et même le tissu importé, parce que le fil importé, on a ces pains également qu'on a amenés de ces fils-là. Donc, ce qui fait que réellement, ça ne sort pas. Il faut vraiment convaincre le client. Beaucoup aussi ne savent pas que ce n'est pas notre fil. Beaucoup de nos responsables même portent le fil importé là. Et puis ils sont contents avec. Les tisseuses qui fourmillaient ici, plus de la quarantaine ont presque tout disparu. Les métiers à tisser, bien que fonctionnels, sont abandonnés. En plus du fil importé, il y a le pagne importé. Ici, au marché Roudouoko de Ouagadougou, comme dans plusieurs boutiques du Burkina, aujourd'hui l'on trouve le pagne tissé avec le coton 100% burkinabé à côté de celui importé. Ça c'est Ghana, ça c'est Burkina. La différence entre ces deux-là, c'est parce que les gens ne connaissent pas. Moi je suis un vendeur, je connais. Et au début même, j'avais pas mis ça à disposition de mes clients parce que je leur disais que c'est joli, c'est beau, mais la qualité n'est pas. Ici, là, il y a des gens qui ont l'argent, qui monopolisent, qui prennent, qui distribuent à d'autres commerçants qui nous vendent. Donc, ce sont les mêmes personnes là qui ont le fil de Ghana là. Le fil de Ghana là, on ne laisse pas celui qui vend le fil de Filsa pour aller chercher ça ailleurs. Non, c'est celui qui vend le fil de Filsa là qui a le fil de Ghana. C'est les mêmes personnes. Le cahier de charge du tissu Faso Dafani est pourtant clair en son article 4. Le coton utilisé dans la production du Faso Dafani doit provenir du Burkina Faso. Des détails sont donnés sur le fil utilisé, les procédés de teinture et de tissage. La loi numéro 016-2017/AN portant organisation de la concurrence au Burkina Faso en son article 45 classe parmi les pratiques de concurrence déloyale et de la contrefaçon tout acte ou toute pratique de nature à créer une confusion ou une tromperie par tout moyen, tels que l'imitation des signes distinctifs, nom, appellation, dessin, modèle industriel de produit. Cela concerne aussi tout acte de nature à induire le public en erreur au sujet des produits ou services offerts. Il n'y a pas d'antagonisme entre le commerce et l'activité industrielle, mais il est important qu'il y ait un respect dans les principes de la concurrence loyale. Il y a des décisions qui sont prises. Maintenant, nous demandons, les décisions, c'est un cadre institutionnel, ça permet aux acteurs de s'orienter, et maintenant tout le monde doit savoir ce qui peut être fait et ce qui ne peut pas être fait. Donc, je pense que maintenant, nous demandons au pouvoir public de renforcer donc les mécanismes qui permettent de descendre sur le terrain pour réguler ça, de façon à ce que justement, ce qui est attendu, espéré de tout le monde, devienne davantage une réalité. Parce que si ça s'établit comme tel, ça voudrait dire qu'il y a une quantité de cotonnade toujours à transformer localement, et ça sera toujours par l'ensemble de tissus dont le nombre ne cessera de se développer, parce que c'est étendu à toute l'école primaire. À la filature du Sahel, de l'ouvraison au filage, en passant par le battage, le cardage et l'étirage, chaque étape de la filature est importante afin d'assurer la qualité du fil coton 100%. La différence entre le Faso Dafani vrai et celui importé ne souffre pas de débat. La déstructuration de la filière transformation coton fait craindre, surtout son volet endogène, animé par de braves femmes. Le tissage des bandes d'étoffe en coton est une tradition très ancienne du peuple burkinabé, dont les origines remontent au règne de Nahaba Oubri, premier roi de la dynastie des Mossé. Aujourd'hui encore, l'État, à travers le ministère en charge de l'artisanat, accompagne des centaines de femmes dans la formation à la teinture et au tissage. Il y a certes le fil importé, mais il y a aussi le pagne importé, et comme la filature, le tissage et la teinture courent aussi des risques. On nous amène à tisser avec nos propres fils. On dit consommons local. Chaque école choisit sa couleur, ses tenues. Moi, il y a beaucoup d'écoles qui utilisent les fils importés comme tenue. Est-ce
que ça nous arrange? Ça ne nous arrange pas. Beaucoup d'écoles, d'autres disent même qu'eux, ils ne savaient pas. Et pourtant, beaucoup aussi savent. Donc, si l'État veut vraiment nous aider là, il n'a qu'à imposer que ce soit nos propres fils. Même si c'est la tenue qu'on veut porter, que ce soit nous, nos propres fils. Si c'est ça réellement, ils nous ont aidés. Sinon, ce qu'ils ont dit là, ça nous aide pas. Du côté de la filature du Sahel, malgré le maintien des exigences de qualité, le chiffre d'affaires a baissé de moitié cette année. Le mois de mai aura été le plus difficile, avec 215 millions de chiffre d'affaires contre plus de 1 milliard le même mois l'année d'avant. Même si la filière se veut résiliente, elle attend des engagements concrets dans sa protection. C'est une chaîne de valeur. Si un maillon est perturbé, toute la chaîne est à la merci du désordre. Et je vous ai dit que le maillon teinture étant perturbé, si on ne la restaure pas, demain, c'est de la cotonnade entière, c'est des pagnes entiers qui vont venir sous forme d'importation. Donc il n'y aura ni de teinturière, ni de tisseuse. De toute façon, le privé ne peut pas réussir sans le soutien ferme des pouvoirs publics. Les États généraux du secteur privé achevés le 9 septembre dernier ont mis le doigt sur l'importance de préserver l'économie locale avec les entreprises qui la composent. Dans ce contexte où le secteur privé burkinabé fait face à une crise multidimensionnelle, l'exemple de la FILSA reste interpellateur avec le rôle central qu'il joue dans la filière de transformation locale du coton burkinabé. La généralisation du port de la tenue scolaire Faso Dofani dans les établissements d'enseignement public et privé du Burkina Faso suscite de nouveaux espoirs dans la filière. Tout doit être mis en œuvre pour que la dynamique de promotion du consommation local ne soit pas dévoyée et qu'elle bénéficie réellement à l'économie locale. Dossier proposé par la rédaction de Tree TV et Watt FM et nous avons donc mis le doigt sur le problème. Nous l'annoncions déjà en titre. Un invité avec nous pour aborder ces questions. Nous sommes avec Germaine Comparé, Nebonkungu. Elle est la présidente de la CMABF, entendez Chambre des métiers de l'artisanat du Burkina Faso. Elle est aussi secrétaire générale de la Fédération nationale des tisseuses du Burkina. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu et d'avoir répondu favorablement à l'invitation. On a tous vu le reportage tout à l'heure. Il met le doigt sur un problème qui est assez concret, qui touche, on va dire, les tisserands du Burkina. Il y en a quand même 50 000 au Burkina Faso et la plupart tirent le subside de ce que produit FILSA, de ce fil qui en sort. Et voilà qu'on a une vraie déstructuration aujourd'hui de la filière. On va déjà commencer par mieux faire connaissance avec la Chambre des métiers de l'artisanat avant d'aller dans le détail. C'est quoi la Chambre des métiers de l'artisanat ? Je vous remercie. Merci pour l'honneur que vous me faites en m'invitant à cette émission. C'est pour dire que la Chambre des métiers est une institution publique à caractère professionnel, dotée d'autonomie de gestion. C'est une institution qui a été créée en 2007 par les pouvoirs publics et opérationnalisée à partir de 2011 et qui fonctionne en termes de mandat. Donc nous sommes à notre 3e mandature et elle a en tout cas pour mission la mission consultative, la mission représentative et la mission administrative. Et c'est pour dire, là aussi pour rôle et l'interface, c'est la structure d'interface qui sert d'interface entre les pouvoirs publics et les artisans sur tout l'étendue du territoire. Il doit travailler à améliorer les conditions de vie, à professionnaliser le secteur, à structurer les acteurs, à accompagner l'État afin que ces acteurs puissent se sentir en tout cas dans le champ de développement et aussi qu'eux-mêmes ils se sentent en tout cas dans l'autonomie et de l'exercice de leur activité. Je posais la question pour qu'on comprenne bien le rôle que vous, que vous endossez, parce que là on parle d'un secteur, c'est celui aussi de l'artisanat qui est fortement impacté. Je disais tout à l'heure, vous avez la double casquette aussi, celle du secrétaire général de la Fédération nationale des tisseuses du Burkina. Aujourd'hui, on a envie de se demander, avec tout ce qui a été fait, est-ce que les tissus sont vraiment à l'aise? Je vous remercie. Aujourd'hui, au passage, nous saluons en tout cas la bonne volonté
de nos gouvernants qui ont pris à bras le corps des décisions pour accompagner la promotion du secteur du textile. Les textes ont été prises et ça a été applaudi et c'est très apprécié par les autres pays parce que c'est courageux, c'est le consommation local, c'est vraiment bien. Mais aujourd'hui, nous traversons une situation assez difficile parce qu'il fut quand même des temps qu'il y a eu la promotion, mais aujourd'hui, nous traversons une situation de concurrence déloyale qui ne dit vraiment pas son nom. Et ce qui pose un sérieux souci dans le secteur du textile. On dira que, rien que 2023, de grandes décisions ont été prises pour la promotion, notamment le port généralisé du Faso d'Anfani et également le port du Faso d'Anfani et du Faso d'Anfani au niveau des écoles. Tous ces décrets pris en 2023 et en même temps, c'est l'année 2023-2024 que l'activité connaît un régressement. C'est pour dire c'est paradoxal quand même. Parce qu'en principe, avec ces décisions, et si des mesures avaient été accompagnées avec, en tout cas, des mesures assez fermes pour aller au bout du cheminement ou bien de la vision qui a été projetée sur la promotion, ça pouvait vraiment aller. Bon, parler du port généralisé, on a parlé du Cocodonda et du Faso d'Anfani. Facilement, on voit que le Faso d'Anfani et le Cocodonda, le prix est divisé doublement ou triplement. Ça ne se mesure même pas. Quand on te dit tu apportes un Cocodonda, tu es dans la logique du port généralisé des tissus locaux. Mais le Cocodonda que tu as apporté, c'est 80% importé et 20% teint au Burkina ici. C'est fait par nous-mêmes, nous, nos artisans. C'est bien, c'est appréciable. Mais le coût fait que tout le monde se rabatte du moins sur peut-être ces tissus qui sont moins chers que le Faso d'Anfani. Et le hic encore, c'est la contrefaçon que nous remarquons. Aujourd'hui, nous avons du fil importé qui vient concurrencer le fil fait localement, ce dont nous avons besoin de transformer notre coton, notre richesse, notre or blanc. C'est pour dire qu'il n'a même pas encore 4%, disons même 3% de transformation locale. Et Dieu merci, nous avons la filature du Sahel, qui est la filature, en tout cas, qui sert le Burkina et même dans la sous-région, qui a su résister contre vents et marées pour rester sur place. Mais la situation devient difficile. Hein. Tout à l'heure, on l'a vu dans le reportage, dans le dossier qui a été proposé. Ce sont des stocks. On parle de près de 4 milliards aujourd'hui. Mais dans l'élément, on fait ressortir aussi un élément, c'est que les tisseuses aussi, à un moment donné, avaient commencé à faire avec du fil importé. Mais aujourd'hui, c'est elles qui se retrouvent aussi dans des difficultés. Oui, l'infiltration du fil importé a son historique aussi à part. Il fut un moment que le problème du fil était devenu... la disponibilité. La disponibilité du fil était devenue un souci majeur pour les tisserands. Et aussitôt, les commerçants ont trouvé une solution alternative. À chaque occasion, il faut trouver en tout cas une solution alternative. Et c'est au profit de quelques individus aussi également. Donc, le manque de fil entre-temps a occasionné l'importation du fil importé. Et comme les femmes ont pris goût de ce fil, et les clients ont pris goût de ce fil, qui n'est pas du fil, ce n'est pas du coton, ce n'est pas teint artisanalement, ce sont des fils teints à l'industrie. Donc, c'est du synthétique. Et le synthétique et le coton qui s'imbibe dans la teinture et se dégrade avec le temps. Mais le synthétique demeure jusqu'à nouvelle, c'est pour dire à tout moment, ça ne se dégrade pas parce que c'est du synthétique, c'est du nylon, ça ne se dégrade pas.
Enfin, la couleur. Sinon, couleur. La matière, elle se dégrade. Oui, si l'entretien aussi est chose, ça peut se dégrader en termes de... Bon, ça c'est toute tenue ou quelque chose qu'on a, quelle qu'en soit la matière. Ce qui est clair, on ne peut pas le tenir aussi pour toute la vie. Mais les gens, non seulement la clientèle a pris goût, et certaines femmes qui n'ont pas encore eu, en tout cas, l'appréhension pour faire vraiment la différence et le sens fondé d'utiliser le coton burkinabé, le fil burkinabé, pour que la valeur ajoutée soit totale pour notre pays, pense que utiliser facilement sans teindre, c'est pour dire il minimise une partie du corvée du travail de tissage. Il n'y a pas de teinture, tu viens seulement, tu lances la chaîne et puis c'est bon. Et pourtant après c'est maintenant des pagnes qu'ils envoient. Exact. Donc ça veut dire que la tisseuse elle est mise à côté. Aujourd'hui ces pagnes, c'était au niveau de la frontière du Ghana. Les pays, en tout cas limitrophes avec le Ghana, on appelait ces pains-là couramment les pains ghanéens. Or, pourtant, non. Ce sont nos villages limitrophes de ces pays. Tous ces gens-là, quand vous arrivez à Guélouango, il y a plein de tisserands. Ils ne tissent qu'avec ce fil. Ils ont appris avec ça et ils font ça. Et c'est ça même que ça rentre. Voilà. Et aujourd'hui, ça ne se limite même pas au tissage des pays, des pays limitrophes. Des limitrophes, hein. C'est pour dire ailleurs. De là où la main-d'œuvre n'est pas un souci, ils ont trouvé des mécanismes de production qu'ils utilisent. Des métiers comme nos métiers, ils font des tissus comme ça, et ce sont des stocks maintenant de tissus importés qu'on nous importe ici. Mais justement, oui. Je me rappelle que le 19 mai 2023, c'était un vendredi, il y avait le Forum national sur le Faso d'Afani. Le thème, c'était problématique et accessibilité financière du Faso d'Afani au Burkina Faso. Je pense que la Chambre des métiers y était partie prenante. Exact. Donc, on a posé la réflexion sur le phénomène. Oui. Et puis, quelques mois après, on est encore dans cette situation. Tout à l'heure, dans l'élément, on revenait sur le fait qu'il y avait cet esprit-là de pouvoir préserver les métiers qu'on a au Burkina Faso, les industries qu'on a. Bon, pourquoi est-ce que toutes ces réflexions, ça ne change pas la donne? Il y a un courage qui manque quelque part? Bon, c'est pas un courage qui manque à quelque part. Je pense que tout ça, le plaidoyer, il faut repartir vers les pouvoirs publics encore. Parce que c'est la décision de faire la promotion vient d'eux. C'est une bonne volonté qui accompagne toujours la réussite d'une promotion à quelque part. Et c'est fait et c'est salué à sa juste valeur. Nous souhaitons que, en tout cas, de la même façon que ces décisions étaient prises, que des décisions courageuses aussi soient prises pour limiter vraiment, ou sinon même interdire, l'entrée de ces fils qui viennent concurrencer notre coton, qui n'a même pas 4% de transformation locale. Et aussi sauvegarder notre unité de filature. Et vous voyez avec la vision de son Excellence, le chef de l'État, qui est de mettre des unités de textile pour accroître. Si le problème existant n'est pas résolu, même si les autres unités arrivent à naître, ils peuvent connaître aussi les mêmes problèmes que Filsa a aujourd'hui et ainsi que les autres acteurs subissent aujourd'hui. Donc, une chose est de s'encourager pour faire vraiment la promotion qui est saluée à sa juste valeur, mais en tout cas, notre plaidoyer, c'est à ce que des mesures fortes aussi accompagnent pour voir vraiment ce cas de concurrence déloyale qui vient bafouer complètement les bonnes initiatives qui ont été prises. On a rappelé justement les textes en la matière dans le reportage. On s'est dit, bon, ça devrait aller aisément. Ou bien, souvent, on passe entre les fils, entre les mailles. Bon, en principe, ça devrait aller aisément. Bon, le Burkinabé a horreur quand même le Burkinabé a horreur de l'imposition. Donc, c'est libre choix. Le port généralisé, c'est libre choix. À tout un chacun, c'est la conscience de tout un chacun. Donc, je pense que de génération en génération, et c'est vraiment apprécié. Et tout un chacun comprend que en tout cas, ça y est de mon devoir de mettre, en tout cas, porter le local pour valoriser et accompagner la vision du gouvernement.
c'est vrai. Mais s'il y a, en tout cas à côté, des favoris qui me laissent prendre un tissu, au lieu de le changer au bout d'un an, je peux le porter en 2 ans sans problème, lié à la contexture et aussi la nature du fil, qui fait que ça ne se dégrade pas, et que ces gens ne comprennent pas qu'il y a un enjeu à quelque part qui n'encourage pas les décisions que nos gouvernants ont prises. Ça aussi, c'est un autre problème. Donc, oui. Justement, vous parliez tout à l'heure de la généralisation. C'est un élément qui est aujourd'hui un genre de bol d'oxygène, en tout cas pour le secteur. On se dit, si ça marche, ça peut relancer beaucoup de choses. Exactement. Il y a eu la phase pilote, maintenant on est dans la généralisation. Est-ce que tous les acteurs sont vraiment au même niveau d'information pour accompagner? Parce que là aussi, c'est important. Il y en a, comme on l'a vu dans le reportage, qui disaient, c'est bien, mais il y en a qui continuent de prendre du pagne qui vient d'ailleurs. Oui, et c'est pour dire, je peux parler expressement de la tenue scolaire. Quant à la généralisation des tenues scolaires, je pense qu'aujourd'hui, il faut encore accentuer par des messages de sensibilisation, des communications pour faire connaître les chefs d'établissement et pourquoi pas ne pas repartir sur les mêmes cadres de concertation que nous avons eu pour faire le processus jusqu'à l'adoption du décret. Depuis février 2023, il y a eu pas mal d'activités, des ateliers de Koudgou, de Ouagadougou et tout ce qui s'ensuit, jusqu'à arriver à un projet de contrat qui allait mettre tout un chacun à contribution pour la réussite de cette prise de mesure, de décision. Mais, dommage, les acteurs ont pris part à cette rencontre. C'est pour dire les chefs d'établissement, les parents d'élèves, les acteurs du tissage, la chambre des métiers, y compris qui cadre de l'ensemble des artisans. Nous avons pris part, filature, tout ça, tout le monde était là. Mais les options de proposition des acteurs n'ont pas été prises en compte. Je suis désolée de le dire. Et même si... Qu'est-ce qui a manqué, par exemple, en termes de... Ce qui a manqué, nous avons expliqué et laisser libre choix à chaque établissement de prendre sa tenue est un danger. Voici que les gens des établissements peuvent confondre un tissu importé et un tissu fait localement. C'est du fait que c'est libre choix. Et encore... Et dire que ce n'est pas une obligation. On peut ne pas obliger, mais c'est au sein des établissements que ça devait se savoir. La tenue, en tout cas, désormais, pour cette année, c'est le faso d'Amfani qui se porte une fois par semaine. Mais, en tout cas, c'est donné, le message est donné, et puis on se limite à là. On sait qu'avec les chefs d'établissement, eux, ils pourront dire... Ils ne pourront pas renvoyer un élève pour faute de tenue. Bon, c'est peut-être aussi pour ne pas arriver à ça. Non, on ne peut pas. C'est pour dire, si le message n'était pas passé du fait que ce n'est pas obligé, du moment que ce n'est pas obligé, sachez que même des chefs d'établissement ne pourront pas se donner, en tout cas, vous voyez, avec les pains des établissements que les gens font, bon, quoi qu'on dise, il peut avoir aussi une petite valeur ajoutée à quelque part pour l'établissement. Donc, le changement sur place peut aussi jouer à ce niveau. Donc, quand on dit que ce n'est pas obligé, pour l'élève, l'établissement aussi peut se sentir ne pas être obligé d'opter un tissu pour le faire. Et du fait que c'est laissé comme ça, libre choix, c'est vraiment le souci majeur. On pouvait tout simplement... et laisser ça comme ça, peut-être par région, des uniformes par région. Avoir des motifs bien précis. Des motifs bien précis par région, excepté la région des Hauts-Bassins qui a opté, et en tout cas un tissu uniforme, Koudgou et puis Sabou, eux ils ont fait en tout cas de motifs disparates. N'en parlons pas à Ouaga ici que ça n'a même pas pris. C'est juste quelques établissements. Et aussi, là où il y a eu un souci, c'est du fait qu'il n'y a pas eu de cadrage. C'est pour dire, si toutefois, il y a des responsabilisations qui sont faites de part et d'autre, si là, ça ne va pas, il y a quelqu'un qui va interpeller que ça ne va pas.
Mais du moment où il n'y a pas de cadrage, c'est liberté, libre chacun de faire ce qu'il veut. Bon, c'est bien. Mais la réussite ne peut pas être comme on le veut. D'accord. C'est vrai qu'il y a la question de la tenue. Il y a que, je pense qu'il y a encore quelques heures, à Bobo Dioulasso, il y a des femmes qui sont sorties, toujours sur la question, pour dire qu'elles ne sont pas d'accord. À un moment donné, il y a leur métier qui commence à être vraiment en danger et inquiété, elles ont manifesté. Vous, je rappelle encore que vous êtes aussi la secrétaire générale de la Fédération nationale des tisseuses du Burkina. Exact. Quelle discussion vous avez? Parce qu'au départ, il faut reconnaître aussi que ce qui a permis à ce fil-là de rentrer et puis d'avoir pion sur rue, c'est parce que les tisseuses ont accepté de les prendre et puis commencer à travailler avec ça. Même si on parlait de rupture, mais il y a que maintenant, il y a des stocks. Comment est-ce qu'on gère la situation? Comment est-ce que vous entrevoyez la chose? Bon, en tout cas, c'est pour dire que quand nous avons senti effectivement la baisse de vente, au niveau des ateliers, le travail même commence à diminuer un peu partout. La fédération a organisé une conférence de presse également pour communiquer à l'opinion publique, pour montrer la différence de pain. Parce que d'autres ne le portent pas parce que d'autres le portent. C'est pas parce que c'est une volonté, mais c'est parce qu'ils ignorent. Ils ne connaissent même pas la différence. De toutes les façons, ça a une contexture de tisser. Pour eux, c'est du damfani, c'est fait par les femmes ici, c'est bon. Mais c'est fait avec quel fil? C'est fait avec, ça peut être même du tissu qu'on a importé et qu'on porte fièrement. On se dit, en tout cas, on est sur du faso damfani. Le faso damfani se fait avec le coton burkinabé, la filature du Sahel qui a filé le fil, c'est ça qui s'appelle faso damfani. Mais les autres, ça s'appelle des pains tissés, mais ce ne sont pas des faso damfani. Parce que avec le label, pour avoir le label du faso damfani, il faut suivre un cahier de charge. D'où l'implication de la teinture. Il faut être en tout cas disposé à pouvoir mettre bouchée double pour répondre aux critères du cahier de charge pour pouvoir donner des pains et de qualité et tout ce qui s'ensuit pour répondre au label en question. Mais aujourd'hui, si les pains importés ou le fil importé inonde, est-ce qu'on dirait aujourd'hui que nos pains sont à 100% labellisés? C'est compliqué. Ça devient un véritable problème. Ce sera la dernière question. Est-ce que le nœud gordien n'est pas le contrôle? Parce qu'on parlait à un moment donné de ce que le pouvoir central ait son rôle qui soit central à jouer. Exact. On a pris des textes. Est-ce qu'à un moment donné, il ne faut pas sévir? Parce qu'on a labellisé, on a dit on doit appeler faso damfani, ce qui suit un process, ça a été dit de façon très claire. On a comme de la tromperie, c'est ressorti encore dans le reportage, parce qu'on appelle à souhait pas une faso damfani, ce qui ne l'est même pas. Oui. Mais ça, il y a un problème, il y a un contrôle à faire. Parce qu'on a fait l'effort de labellisation et puis l'importation aussi est soumise, quoi qu'on dise, à un certain nombre de règles. C'est vrai. Est-ce que le contrôle n'est pas la question centrale? Bon, c'est ce que nous, acteurs, nous avons même voulu que ce soit. Parce que dans la vie, si on est laissé libre choix de faire, par moment, on peut réussir tout comme on peut aller, en tout cas, planter, en tout cas, dans le décor. Donc, c'est en ce sens que nous, acteurs, nous avons voulu que, par exemple, la Chambre des métiers, qui est la fêtière des fêtières, soit en tout cas partie prenante avec une responsabilisation des unions les représentations au niveau des régions, avec les unions des tisseuses au niveau des 13 régions, en complicité avec les directions régionales en charge de l'artisanat. C'est pour dire c'est ensemble qu'on devait se mettre main dans la main pour suivre le contrôle et se donner en tout cas des produits répondant aux critères comme on le souhaite. Mais toutes ces propositions ont été balayées et mises de côté. Voici le gros souci. Si je repars du fait qu'au niveau de la filature, il y a un souci. Quand nous avons commencé le processus en février, le problème criard qui a été soulevé, c'est la disponibilité du fil. Et Filsa s'est rassuré qu'il a mis des machines et de nouvelles générations qui peuvent répondre à cela. Et le type de fil qu'on a dit de faire, c'était le 42 croisé au 25 à 2.
Le 42 croisé au 25K2 s'est retrouvé. Filsa s'est engagé qu'il pouvait être en tout cas prêt à donner la quantité voulue pour l'effectif qu'on a déterminé pour la phase pilote. Malheureusement, le communiqué qui est sorti après le décret disait autre chose. Et personne n'a payé le fil. Voici le début du problème. Parce que eux, ils avaient déjà anticipé produire, parce que le type de fil voulu était vraiment... Et ça prenait du temps dans la production. S'ils n'anticipaient pas, ça ne pouvait pas faire. Mais comme ça n'a pas été pris, aujourd'hui, si vous allez faire un micro-trottoir pour demander aux tisseuses, celles qui ont eu les marchés de tenues scolaires, ça se compte au bout de doigts. Et faire ça de libre choix, c'est pour dire, c'est les relations qui vont faire la chose. Mais dans ce cas de figure, donc, ça veut dire que si elles n'ont pas les marchés, qui a les marchés? Qu'est-ce que nos enfants vont porter? Bon, mais par exemple, c'est comme je disais, je développe pour venir pour dire, ce sont les relations qui feront l'affaire. Peut-être d'autres auront la charge de tisser ou bien de fournir plusieurs écoles pendant que des associations sont là assises sans rien. Vous comprenez? Mais si ça passe par les fêtières, qui est cadré comme les fêtes événementielles que nous faisons, un pain de journée nationale du paysan, ce que vous portez et ce que moi je porte peut venir de régions différentes. Parce que tout le monde doit tisser le pain. Et nous, on avait planifié à ce que les régions même qui n'étaient pas concernées à la phase pilote devaient se charger même pour accompagner celles qui n'avaient pas une forte potentialité de tissage, pour accompagner afin que les parents d'élèves ne cherchent pas de tissu et manquer. Vous comprenez? Ça sera la dernière question d'ailleurs. Okay. Parce que ça fait la deuxième dernière question. Okay. Le sujet il est tellement intéressant parce qu'on a une économie qui est tenue par cela. Exact. On sait qu'après l'or, le coton, c'est quelque chose qui compte beaucoup. Oui. On ne peut pas continuer à exporter. Il faut travailler à transformer ce que nous avons ici comme matière première. Je pense que le président du FASO le dit, le rappelle toujours à souhait. Oui. Mais pour cela, il faut préserver les entreprises qui les transforment. Je le rappelle encore, en mai 2023, les mêmes problèmes ont fait l'objet de discussions parce qu'on voyait que ça n'allait pas. Oui. On est plusieurs mois après, on vient de poser cet élément-là qui donne la réalité des choses. Est-ce que vous avez foi qu'on va sortir par le bon bout? Et je pense que à ce niveau, j'ai bonne foi. Parce que nous avons un chef de l'État, le président du FASO, le capitaine Ibrahim Traoré, qui est à l'écoute de son peuple. Et ce message qui est en train d'être passé actuellement par les acteurs le touchera à quelque part et il fera quelque chose. C'est pour dire, leur souci c'est quoi? C'est contribuer à la promotion et au développement. S'il y a un souci sur un pan où il y a un souci qui freine le développement, je pense qu'ils auront un regard particulier afin de donner réellement vie à ce qu'ils ont pris comme décision, à donner en tout cas plus d'éclat à ce qu'ils ont pris comme décision afin que les populations puissent en profiter. C'est hier seulement qu'on disait le FASO d'Anfani nourrit bien son homme. C'est ça, nous on le prônait à tout moment. Ça nourrit bien son homme. Oui, mais est-ce qu'aujourd'hui ça nourrit bien son homme? Si ça ne nourrit pas bien son homme, il faut voir qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qui a manqué, qu'est-ce qu'il faut faire. Donc le problème de fil importé, le problème de tissu importé, soi-disant, pain tissé mais pas FASO d'Anfani, il faut revoir cette situation et aussi revoir la situation des stocks au niveau de Filsa pour aider. Comme on a fait une promotion pour le sucre, je pense que pareil, on peut trouver une solution alternative pour que ça ne baisse pas le bras. Ils ont tenu quand même dur et je pense que ça mérite que ça puisse en tout cas se consolider au lieu de licencier ou bien en tout cas de remettre des contrats en tout cas en berne. C'est mieux de trouver une solution alternative afin de le faire et aussi qui sauvera le secteur. Si les tisseuses, les métiers sont posés pendant qu'il y a la rentrée qui est là, c'est très dangereux. Donc c'est pour dire, revoyons vraiment les décisions qui ont été prises et voir comment faire. Donc c'est un cri de cœur que je lance en tout cas auprès de nos autorités afin qu'ils s'appesantissent vraiment sur cette question
que c'est un secteur qui contribue énormément et à la création d'emplois et aussi au développement et à l'autonomisation surtout des femmes. Merci. En tout cas, merci à vous, Germaine Compaoré et Bonkougou, d'être passée sur le plateau. Je rappelle que vous êtes la présidente de la Chambre des métiers de l'artisanat. Vous êtes aussi la secrétaire générale de la Fédération nationale des tisseuses du Burkina. En tout cas, merci d'être passée. Merci. On va nous poursuivre le JDS, journal dimanche au soir, et cette fois-ci, on va parler société. Dans la partie société, on va s'intéresser à l'ONI, Office national d'identification, et nous le disions d'ailleurs en titre, il y avait une mission dans la région des Cascades, elle avait débuté le 16 septembre dernier, et donc lors de cette mission, il y a eu aussi une célébration en différé, celle de la journée de l'ID Day, et ça a été aussi le moment évidemment de lancer une vaste campagne d'inauguration une campagne d'accessibilité de masse pour ce qui est de la carte nationale d'identité. Il a été aussi procédé à l'inauguration de la nouvelle antenne régionale de l'ONI au profit de la région des Cascades, et cela s'est fait en présence du président de l'Assemblée législative de transition, le docteur Ousmane Ougma. Le point de tout cela avec notre reporter Serge Bassolé. Cette coupure de ruban par le président de l'Assemblée législative de transition, accompagné du ministre d'État chargé de la Défense, celui de la Sécurité et le gouverneur de la région des Cascades, marque l'inauguration officielle de l'antenne régionale des Cascades de l'Office national d'identification ONI. Avec une capacité de production de 1000 cartes d'identité par jour, cette nouvelle antenne, portant à 9 le nombre total d'antennes régionales de l'ONI, vient non seulement faciliter le processus d'établissement de la carte nationale d'identité burkinabé aux populations des Cascades, mais aussi réduire les longs délais d'attente. Vous le savez, déjà l'identification n'était pas une chose aisée en temps de paix. Et avec le contexte sécuritaire, nous avons des populations qui sont souvent obligées de fuir leur localité d'origine, laissant derrière elles leurs documents d'identité et se retrouvant ainsi sans identité, ce qui ajoute une problématique supplémentaire. C'est en charge de la sécurité avec le service, l'Office national d'identification. Ils ont pensé à mettre progressivement en place un système de digitalisation pour identifier de façon digitale. L'institution d'un cadre de concertation permanent entre les acteurs de l'écosystème de l'identification et les acteurs de la chaîne de gestion du foncier national, la mise en place d'une infrastructure d'identification moderne, fiable, sécurisée et interopérable, et l'institution d'une journée nationale d'observance de l'ID Days sont entre autres les recommandations formulées par les experts et les participants à la 5e édition de la journée internationale de l'identité. Ces suggestions, issues des différentes journées de réflexion autour de la thématique centrale, ont été présentées au ministre chargé de la sécurité, Mahamadou Sana, tout en saluant la pertinence de la thématique sous laquelle s'est tenue cette journée de l'identité au plan national, d'y prendre acte de ses conseils. Il y a pris bonne note des recommandations issues des journées de réflexion tenues les 18 et 19 septembre 2024 en marge de la présente commémoration. Je nourris l'espoir de voir ces suggestions contribuer à jeter des bases solides pour la consolidation des initiatives de modernisation des systèmes d'identification de notre pays. D'ores et déjà, je puis vous rassurer que le gouvernement, à travers mon département, jouera sa partition et apportera les réponses appropriées. Le directeur général de l'Office national d'identification, Arzouma Daouda Parfait-Louré, s'est réjoui de la bonne tenue des différentes activités et de l'engouement enregistré lors des opérations spéciales de délivrance de cartes nationales d'identité sur tout le territoire national. Première partie de l'opération spéciale de délivrance de CNIB. Elle a eu lieu sur toute l'étendue du territoire national du 16 au 20 septembre dans les 419 centres de collecte de données de l'Office national d'identification. Cette opération a permis de collecter auprès des populations environ 20 718 demandes de CNIB à la date du jeudi 19 septembre 2024. Au cours de cette cérémonie, les souscripteurs ayant pris part à l'opération spéciale de délivrance de CNIB
dans la région des Cascades ont reçu leur précieux sésame. En outre, des attestations de reconnaissance ainsi que des prix ont été remis à des acteurs qui ont œuvré à faciliter l'identification dans leur région. Parmi ces acteurs figure l'Association pour le développement économique et socio-culturel de la région des Cascades, ADESCA, qui, grâce à son effort, a permis de mobiliser des fonds à hauteur de 9 millions de francs CFA pour mettre en marche l'antenne régionale de l'ONI. Et pour terminer, la partie sport pour ce JDS. Et cette partie sport, 35e édition du Tour du Faso, il faut dire que le staff chargé de l'organisation a été installé, composé de 19 membres. Il faut dire qu'il y aura en gros 12 commissions et des superviseurs. Le point nous est fait dans ce reportage. C'est bien le comité national d'organisation du Tour du Faso qui vient d'être installé. Ces hommes et femmes ont la responsabilité d'assurer la bonne tenue de la compétition internationale du Tour du cyclisme du Faso. La mission à eux confiée est lourde et le premier responsable des sports la sonde ne doute point de la compétence des hommes choisis à cet effet. Si le Burkina Faso a pu organiser et remporter le Tour du Faso en 2023, c'est bien grâce à l'accompagnement des volontaires pour la défense de la patrie et des forces de défense et de sécurité sous le leadership du président du Faso, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Ce comité est composé de personnes ressources compétentes qui devront conjuguer leurs efforts pour une bonne organisation de cette compétition cycliste, de sorte à honorer l'image de notre pays. Cette 35e édition se tient dans un contexte socio-économique marqué par la rareté des ressources. J'invite dès lors les membres du comité d'organisation à une gestion rigoureuse et efficiente des ressources de l'organisation du Tour du Faso. La ressource humaine est répartie dans 2 cellules et 13 commissions. Ignos Amédé Biréoudougou, par ailleurs président de la Fédération burkinabé du cyclisme, est porté à la tête du comité national d'organisation comme les années antérieures. La 35e édition du Tour du Faso se tient dans un contexte de reconquête de l'intégralité du territoire. Et le ministre rassure les partenaires encore hésitants. Il les invite d'ailleurs à associer leur image à cet événement continental. Mes remerciements vont particulièrement à l'endroit des partenaires qui font confiance au Tour du Faso et qui continuent d'appuyer l'organisation de la 35e édition. Je puis les rassurer de mon implication personnelle afin que chaque partie puisse trouver son compte dans ce grand événement cycliste continental. J'ai saisi cette occasion pour rassurer et inviter les partenaires hésitants à nous rejoindre et à faire confiance à ce comité d'organisation afin qu'ensemble, nous puissions hisser très haut l'image de notre pays, le Burkina Faso. La 35e édition du Tour du Faso se tient du 25 octobre au 3 novembre 2024. Rappelons que le maillot jaune du dernier Tour du Faso repose sur les épaules du Burkinabé Paul Domo. Retour sur ce plateau, nous parlons sport et c'est pour cela que nous avons avec nous John William Somda qui est le chef des sports WattFM 3 TV. Bonsoir. Bonsoir Geoffroy. Plaisir de vous avoir. Plaisir de retrouver le plateau de JDS. Ah, c'était un plaisir, hein? Partagé d'ailleurs aussi pour moi. On a vu tout à l'heure l'installation du comité d'organisation pour le 35e Tour du Faso. On se rappelle que pour le 34e, comme pour les précédents, depuis qu'on est dans une réalité de défi sécuritaire, on se pose toujours les questions. Mais la machine semble huiler maintenant. Il n'y a plus à se poser la question, le prochain tour, ça sera comment, ça va se tenir. Il y a une implication en matière de sécurité. C'est un tour, on va dire quoi, de la résilience, mais aussi de la souveraineté. Oui, bien sûr, un tour pour marquer davantage, on va dire,
la souveraineté du Burkina, toute la résilience, pas que surtout, pas que celui d'il y a une année. Je pense que depuis quelques années, le Tour du Faso quand même arrive à tenir, donc en dépit de différents facteurs quand même assez défavorables. C'est vrai qu'il y a la question de sécurité, mais également aussi, vous l'aurez remarqué que les sponsors, ça ne court pas les rues donc au Burkina. Je pense que depuis la première édition en 1987, si j'ai bonne souvenance, le Burkina a seulement raté 2 tours. Le premier c'était en 2014, bien entendu dû à l'épidémie d'Ebola qui sévissait dans la sous-région, et puis le dernier c'était en 2022 pour des questions de sécurité. Mais là je pense que au plus haut sommet de l'État, donc des dispositions ont été prises pour que ce tout soit une réalité, pour que ce tout se tienne. La 34e édition, il y a une année, c'était très bien passé. Et elle avait été marquée justement par Paul Domon qui a éclaboussé de tout son talent cette compétition. Maillot jaune en ayant remporté plusieurs étapes. Je pense que c'est une performance donc jamais vue. Et c'est la preuve que le sport burkinabé, particulièrement le cyclisme burkinabé, se porte quand même relativement bien. Il y a une autre actualité qu'on veut aborder avec vous, c'est même ce soir. On parle de football, et ça aussi on l'a annoncé en titre. On se disait que ça allait marcher un peu quand même en tout préliminaire de la Ligue des Champions, CAF. On savait déjà pour l'AS Douane, depuis quelques jours, ça a été plié jusqu'au tir au but. On a vu c'était 4 tirs à 3. Et puis on a espéré qu'avec les faux, comme je le disais, face à Enyimba du Nigeria, il y aurait une autre fortune. Mais ça a été pratiquement du calqué, puisqu'on est allé au tir au but. Et puis on a terminé genoux à terre. Tout ça, vous regardez ça comment? Je pense que c'est quand même quelque chose, qui traduit une certaine forme d'inefficacité offensive de nos équipes, de nos clubs. Vous voyez que l'an dernier, l'Étoile filante se fait donc éliminer au Nigeria. C'est vrai qu'elle perd sur le terrain, mais c'est après avoir dominé. L'AS Douane, il a fallu 7 campagnes ici pour qu'elle trouve enfin le chemin donc, des filets. Je pense que sur le plan offensif, nos équipes ont beaucoup à faire. Maintenant, il faut se dire, face au club algérien, je pense que avec l'AS Douane, c'était la 12e confrontation entre un club burkinabé et un club algérien, et 12e élimination. L'Étoile filante de Ouagadougou face à Enyimba, gagner face au club nigérian, on l'a souvent fait. Aller se qualifier au Nigeria, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'exemples. L'ASFA Inenga l'avait réussi en 2004, en allant donc sortir, je crois, Julius Berger. Mais après, chaque fois qu'on va au Nigeria, on revient toujours avec beaucoup de déception. Pour l'Étoile filante de Ouagadougou, pour l'AS Douane, je ne sais pas s'il faut mettre ça sur le coup du manque de compétition, parce que vous savez, la saison a traîné en longueur, ça c'est un. La nouvelle n'a pas encore repris. Les seuls matchs de compétition, ou matchs qu'on peut considérer comme étant officiels que ces deux ont eu, c'est la Super Coupe HSB qui a eu lieu donc depuis le 10 août dernier. C'est assez maigre, les matchs amicaux ne remplacent pas la compétition. Et lorsque vous arrivez donc à échouer, comme ça a été le cas de l'Étoile filante de Ouagadougou, où le gardien il est vraiment à féliciter, Philippe Lapin-Maré réussit donc à stopper 2 tirs nigérians. On peut dire qu'il a fait la moitié du boulot, et que ses camarades donc joueurs de champ n'arrivent pas. C'est, je pense, l'expression d'une certaine fatigue. Pour l'AS Douane, les choses avaient bien commencé. Le premier tireur algérien rate. Et puis les autres n'arrivent pas à trouver la force mentale. C'est vrai qu'on parle des fois de force mentale, mais pour pouvoir surnager mentalement, il faut encore avoir des ressources physiques. Quand vous n'en avez plus, eh bien, vous avez beau demander à votre corps d'aller donc au fond de lui, ça devient difficile. Et je pense que c'est dommage que les clubs burkinabés s'arrêtent donc si près de la phase de poule. Oui, mais pour ce qui est de l'AS Douane, 4-3, on va dire que il y a malchance, mais quand on regarde ce soir le faux, on se dit est-ce qu'on prépare vraiment les tirs au but, parce que aujourd'hui ça fait partie intégrante de notre football. Ce n'est plus acquis la chance, il y en a qui le travaillent. Je pense que l'Étoile filante de Ouagadougou n'aurait jamais dû aller au tir au but. L'Étoile a eu dans les 4 dernières minutes la possibilité de tuer ce match. Enyimba de Aba, c'est un gros nom. Mais je vais emprunter une formule aux Ivoiriens, c'est la culotte qui est grosse. C'est tout. Ce Enyimba n'a plus rien à voir avec le Enyimba d'il y a 20 ans. On a connu. Ça n'a plus rien à voir avec le même Enyimba qui s'était payé les faux en 2001. Victoire 4-0 au Nigeria, défaite 3-2 ici, ce n'est plus le même Enyimba. L'Étoile filante de Ouagadougou pouvait faire le travail. Mais je dis, la malchance pour les faux, c'était d'aller au tir au but. Sinon, les faux se devaient de tuer ce match. À 4 minutes de la fin, Camille a eu la balle
la victoire. Lui demander de rater, ça serait très difficile. En fait, c'est le plus difficile, même le plus facile. Il a fait le plus difficile. Il a fait le plus difficile. Il a fait le plus difficile. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Quand vous allez au tir au but et que vous avez la chance d'avoir un formidable gardien comme Philippe Lapin-Marie, très fort sur sa ligne, très fort dans la séance de tir au but, la Coupe du Faso face à Raïmo, c'est Philippe Marie qui offre la victoire à l'EFO. Quand vous avez un gardien pareil, vous avez donc, on va dire, un avantage. C'est un avantage qu'il faut savoir conserver et bonifier. Et là, l'Étoile filante de Ouagadougou a échoué. Tranquillement, c'est dommage. C'est dommage. Et c'est des actualités que vous allez décrypter à partir de demain. Demain, lundi, avec notre consultant Adama Salambéry. D'accord. En tout cas, merci à vous, William Somda, d'être passé à ce JDS. Ça a été un plaisir de vous avoir. Et vos décryptages et vos analyses vont mettre aussi un point final à ce JDS, journal dimanche soir, que j'ai pris plaisir à présenter. Donc, on est revenu. On va décrypter toujours ensemble l'actualité d'ici et d'ailleurs. Et cela à travers reportages et invités toujours sur ce plateau. Ça a été un plaisir de vous avoir et de vous revoir. On se donne donc rendez-vous dimanche prochain. Et d'ici là, portons-nous bien.